Moi, c'est Yolande Teasdale. Je suis sténographe officielle bilingue. Je travaille avec la méthode du sténomasque. Je suis associée chez Steno MMM. J'ai 50 ans. Ça fait combien d'années que vous pratiquez le métier? J'ai été assermentée en 2004. 13 ans ce printemps. Pour quelqu'un qui ne connaît pas votre métier de l'extérieur, Oui. Comment est-ce que vous pouvez le résumer? Le sténomasque, c'est une autre méthode. C'est une méthode qui est reconnue, qui est très populaire aux États-Unis. Des fois, à la blague, je vais dire aux avocats, je suis un bon perroquet, je répète bien. Je suis même capable de répéter tout en pensant à autre chose. Dans le masque, il y a un petit micro, alors on se trouve à tout répéter ce qui se dit. On identifie aussi en même temps les parties qui parlent. Lorsqu'il y a un sténographe, il n'y a pas d'inaudible. Si au même moment un confrère dans la salle tousse et qu'on ne comprend pas la réponse, on doit lui demander de répéter et pas se fier au micro qu'on a dans la salle. En principe, ma copiste pourrait travailler à partir de ma piste à moi sans qu'il y ait de micro dans la salle. Toutefois, c'est plate un peu de transcrire quelqu'un qui chuchote continuellement. Alors, elle se sert de la piste de la salle, mais dès qu'il y a un mot qu'elle ne comprend pas ou un avocat qu'elle n'est pas capable d'identifier, à ce moment-là, elle va aller sur ma piste à moi pour entendre ce que je répète. À quoi ça va servir cet enregistrement-là? Un avocat qui demande pour une transcription doit passer par un sténographe officiel. Aucune transcription n'est reçue en cours à moins si elle n'a pas été certifiée par un sténographe officiel. On est là, nous, pour reproduire fidèlement puis exactement le témoignage qu'on prend, qu'on entend. Il faut s'assurer que l'interrogatoire se déroule dans le respect. En quelque part, on est garant là, de l'impartialité de la transcription. On n'interprète pas. Comment ça se passe dans le milieu judiciaire? Est-ce que vous sentez que vous êtes respecté? Écoutez, je peux vous dire que les avocats avec qui je travaille me respectent, mais peut-être que le barreau nous considère comme le parent pauvre. En tout cas, moi, dans mon travail, en étant sténographe bilingue, je peux vous dire que souvent, on me donne le choix de la date parce qu'il n'y a pas tellement de sténographes bilingues. Il y a un gros manque à cet effet-là. En quoi est-ce que les sténographes peuvent être des alliés dans le domaine de l'administration, selon vous? Quoi les débouchés de travail qu'il y a dans ce domaine-là? Il y a tous les tribunaux administratifs. En fait, c'est un peu comme des tribunaux, la Cour supérieure et tout ça. On se retrouve dans un président, 2 membres de l'ordre professionnel de l'intimé. Et puis, l'intimé est souvent, presque tout le temps, représenté par avocat. Tu as l'avocat du syndic de l'autre côté. Pouvez-vous me donner un exemple? L'ordre des technologues, par exemple. Vous déposez une plainte, vous dites ma fosse septique, on n'a pas installé ma fosse selon les normes, j'ai des problèmes de refoulement d'égout parce que ma fosse n'est pas conforme. Là, le syndic vous rencontre, vous demande d'expliquer, fait enquête auprès du technologue comme tel, lui demande de s'expliquer. Le technologue s'explique. Par après, suivant les explications, le syndic va décider, OK, on ferme le dossier, il n'y a pas matière à plainte, ou non, on continue, on s'en va en conseil de discipline. Et c'est à ce moment-là que l'intimé, le technologue, va être informé par le syndic de la plainte qui est déposée formellement contre lui et de se trouver un avocat. Après un certain temps, l'intimé va se présenter avec son avocat. Le syndic est représenté aussi par avocat devant le conseil de discipline. Le conseil de discipline est composé d'un avocat qui est président et de 2 membres technologues qui sont là parce que le président, l'avocat, n'est pas nécessairement familier avec le métier de technologue, là, les fosses septiques et tout ça. Le syndic va faire sa preuve à partir de la plainte reçue du contribuable, du public, et puis l'intimé va faire sa preuve par après. Le conseil va prendre une décision, va le déclarer coupable ou non, puis de là va s'en suivre des sanctions. Et le but final à tout ça, c'est de la protection du public. Alors, c'est ça, les tribunaux administratifs, c'est un peu ça. Puis, il y a autant de conseils de discipline qu'il y a d'ordre professionnel, et puis il y a beaucoup d'ordres professionnels. Qu'est-ce qui se passe là au BAP? Comment ça fonctionne? Le BAP, c'est le bureau d'audience publique sur l'environnement, et on va là, on agit à titre de sténographe. Notre mandat, c'est de prendre et de transcrire tout le verbatim des audiences publiques qui vont être après mises sur le site du BAP. Okay. Les gens vont pouvoir consulter. C'est des transcriptions qui sont demandées à l'intérieur de 5 jours ouvrables. Donc, c'est vraiment beaucoup de travail, mais c'est très intéressant. C'est très technique aussi. Il y a beaucoup de recherches. Ce que je trouve super intéressant, c'est que j'ai tout le temps les 2 côtés. Il y a des experts de chacun des côtés qui vient donner son point de vue. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis ça me permet, moi, comme citoyenne, par après, de me faire une tête, de me forger une opinion. Le travail de sténographe,
vraiment, là, pour tous ceux qui ont cette curiosité-là de vouloir connaître, de sortir de la routine, parce qu'il n'y a jamais rien de routinier. Tu arrives en interrogatoire, c'est différent, les parties, l'histoire est différente. Est-ce que vous pouvez me parler d'une des histoires les plus bizarres que vous avez vécues ou une des histoires les plus excitantes que vous avez vécues? C'est jamais pareil. J'ai certains dossiers qui m'ont touché énormément. Des causes surtout au niveau médical. L'histoire excitante que j'ai vécue, c'est que j'ai pris tous les interrogatoires dans un gros dossier très, très médiatisé. J'ai fait tous les interrogatoires dans le dossier de Vincent Lacroix. Le cas de Vincent Lacroix, ça a été très long, ça a été très large. Comment ça s'est déroulé de votre côté? Moi, je prenais l'interrogatoire de tous les témoins. C'était super intéressant. C'était quand même assez médiatisé. Quand vous rentriez le soir, par exemple, là, puis vous étiez dans le cas de Vincent Lacroix, là, ça a duré quoi? Ça a duré plusieurs années, cette histoire-là? Oui. Bon. Comment vous vous sentiez? Je me sentais privilégiée. C'est-à-dire que je connaissais pas mal de choses. J'étais un petit peu dépassée par tout ça parce que c'est quand même assez gros. Je me disais pauvres investisseurs, mais en même temps, il y a tout le temps deux côtés à une médaille. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des opinions pendant votre travail sur la personne qui est en face de vous, de porter des jugements? Ça m'arrive d'avoir des opinions. Je porte pas de jugement. Moi, je suis portée souvent à défendre la veuve et l'opprimé. Mais je serais très mauvais juge. C'est parce que nous, on n'entend souvent qu'une version là, dans des interrogatoires au préalable. On n'entend pas tout. Parce que avoir les deux versions, probablement que ce serait différent. Mm-hmm. Mais oui, c'est sûr, là, on n'est pas des robots. On demeure objectif quand même. Un peu comme un journaliste. Je suis certaine que le journaliste se fait une tête sur le dossier qui est en train d'enquêter, mais il va quand même demeurer objectif. C'est son travail qu'il commande. Puis c'est la même chose pour nous. On prend le verbatim, on le transcrit, mais sans jamais interpréter à cause de ça aussi, pour pas donner de nuances ou, qui sont pas là finalement. Là. Les gens sont programmés pour être un peu des machines, mais en même temps, le cerveau, il se met pas à off complètement. Le cerveau est pas à off. Il faut garder un espèce de poker face. Moi, c'est plus facile parce que j'ai mon sténomasque. Puis il y a des fois, c'est pas toujours évident parce qu'on entend des énormités au niveau de la langue française. Alors, je plains le sténotypiste qui a pas de masque, là, qui doit se rentrer la tête dans les épaules pour pas que personne le voie sourire trop finalement. Est-ce que vous écoutez des films policiers? Non. J'ai besoin de sortir de ce cadre-là. Non, moi, j'ai vraiment besoin d'autre chose, me divertir. C'est sûr, on en entend beaucoup. Sauf que c'est des histoires qui sont pas faciles à entendre, puis qui sont pas faciles non plus à transcrire. Moi, j'ai choisi de ne pas faire de criminel parce que ça me touche, je trouve ça trop difficile. C'est quoi les qualités que ça prend selon vous pour être sténographe? Ben écoutez, pour être un sténographe, premièrement, ça prend de l'entre-gens, ça prend une certaine autonomie, de l'intégrité. On est des officiers de la cour, être honnête dans le travail, s'assurer aussi, il faut être méticuleux. Une forme de curiosité intellectuelle aussi, finalement, parce qu'on doit être capable de s'adapter à toutes sortes de situations. C'est pour ça que je disais que ça prend une certaine curiosité intellectuelle. Tu sais, un physiothérapeute qui va parler je sais pas moi, d'une technique qu'il a utilisée avec un client X, puis qui va se mettre à parler de termes de physiothérapie. Je suis désolée, moi, j'ai pas fait mon cours en physiothérapie, là. Alors, je vais avoir de la recherche à faire, mais c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des avantages d'être travailleur autonome? C'est quoi les avantages? Oui, il y a des avantages. On est maître de notre temps, de nos horaires. On peut planifier nos journées. On ne dépend de personne. On travaille à notre compte. On n'est pas obligé d'accepter de prendre tel interrogatoire ou tel autre interrogatoire. Comme moi, j'ai décidé que je ne prenais pas de criminel. C'est mon choix. Parce que je suis travailleur autonome, je peux me le permettre. C'est beaucoup de travail, mais c'est jamais de la routine. C'est jamais routine. C'est un travail où tu arrives, souvent tu ne connais pas les parties, tu ne connais pas les avocats tout le temps. Des fois, oui, parce que, tu peux travailler avec le même avocat à quelques reprises, mais règle générale, c'est toujours des histoires différentes. Est-ce que vous avez des conseils pour un travailleur autonome? Oui, d'organiser son travail. S'il travaille à partir de chez eux, de faire en sorte qu'il ait un bureau distinct, séparé, de ne pas s'occuper de la vaisselle ou des tâches ménagères ou de quoi que ce soit. Une bonne équipe pour travailler avec lui, un comptable, d'avoir quelqu'un qui va être capable de gérer le travail en périphérie. L'imprimerie, la facturation, si c'est lui qui l'a fait, d'avoir au moins un comptable ou de se consacrer du temps pour la collection, pour la facturation et tout ça. Ouais. Mais c'est vraiment de l'organisation pour un travailleur autonome. Oui.
Quels sont vos trucs pour les jeunes qui débutent? De pas trop en prendre au début, de pas avoir peur. Je veux dire, ils sont sténographes, ils ont passé les examens, ils ont été assermentés, d'avoir cette confiance-là quand on se présente dans un interrogatoire, de pas avoir peur d'interrompre s'il y a un mot qu'on ne comprend pas, s'il y a une chose qui n'est pas claire, si l'avocat demande un hors-dossier, de lui demander de le spécifier pour faire en sorte d'éviter toute ambiguïté. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Toi aussi, bye-bye.